Alors, on va se présenter. Aurélie, je te laisse commencer. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Aurélie Mercadier, je suis en première année de thèse en biostatistique entre l'INRAE, l'unité MIAT, avec Nathalie Vianney, et Pierre Fabre Dermocosmétiques. Voilà, et du coup, j'utilise R tous les jours et j'utilise depuis récemment Quarto et de plus en plus, et vous allez voir pourquoi au fur et à mesure de la présentation. Et moi, je suis Christophe Regoubi. Je travaille comme data scientist chez Airbus avec une expertise en traitement des documents. Et j'utilise Quarto pour faire toutes mes présentations depuis cet été à mes collègues. Alors, c'est une présentation sur de l'outillage. Alors, normalement, il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Au cas où, il y a des gens qui ne sachent pas trop ce qu'on a mis, qui étaient un peu fumeux dans l'invitation. J'ai essayé de commencer par une petite introduction sur les notebooks. C'est quoi les notebooks? C'est quoi l'histoire des notebooks? Et j'ai tenté une définition du notebook qui est en fait, selon moi, la rencontre entre du code, hop, hop, là, et voilà, qui s'exécute et du storytelling autour du code qui s'exécute. Alors, c'est une définition très personnelle. Le code qui s'exécute, c'est pas pour son exécution, c'est pour ses résultats. Et la narration autour du code qui s'exécute, ça va être pour expliquer l'intention qu'on met dans le code, l'intention que ça se passe bien et puis d'un joli résultat, l'approche prise par le code pour arriver à cette intention et on le voit pas. Bon, ce que vous ne voyez pas dans le slide, c'est des résultats. Donc, c'est un commentaire des résultats parce qu'en fait, on exécute du code pour avoir des résultats et pour dire regardez mes résultats et regardez ce qu'il faut regarder dans ce qui sort du code. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'on exécute du code aussi pour faire souvent des plots. Enfin, ici, c'est pour visualiser des données la plupart du temps. Donc, une visualisation de données, c'est compliqué. C'est bien d'expliquer ce qu'on voit dans la visualisation. Des exemples. Alors oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, le b.a.-ba du notebook, c'est avant tout d'exécuter du code cellule par cellule. Plein de gens l'utilisent juste pour cette fonction-là, c'est-à-dire découper l'exécution du code et s'arrêter avant que ça casse. Alors ça, c'est un notebook d'un de mes collègues dont je ne donnerai pas le nom. C'est horrible, c'est juste illisible, mais c'est juste, n'essayez pas de lire, ça n'a aucun sens, c'est même pas du R, c'est juste pour découper le code. Et je pense que la moitié des gens utilisent des notebooks juste pour cette fonction-là, c'est d'exécuter les lignes pas à pas, quand on n'a pas à disposition un IDE complet. Il y a des exemples plus jolis. Donc, c'est ça qu'on imagine dans un notebook. On a le code, une organisation, des paragraphes, des commentaires et tout ce qu'on veut. Et puis, il y a des utilisations très, très jolies. Et j'ai mis une copie d'écran de R for Data Science, la 2e édition en cours de rédaction par Adley Wickham, qui est faite en Quarto. Si vous allez voir dans le lien GitHub, c'est du Quarto. Donc, à la sortie de cette présentation, vous pourrez écrire, vous aussi, R for Data Science en Quarto. Un peu de théorie du notebook. Donc, il y a quand même eu des gens qui ont un peu théorisé les notebooks. Donc, il y a eu quelques papiers écrits. Donc, ça commence en 85 avec c'est la toute première fois où on a l'idée d'associer du code et du texte qui explique le code. Et ça avance, je ne vais pas vous détailler les dates. Moi, j'ai juste pris plaisir à faire une frise temporelle. Le papier, il y a un papier important d'Hélène Chen qu'on voit très mal ici, mais qui sera repris sur le slide d'après. Et puis, il y a le Definitive R Markdown Guide qui arrive quand même assez tard dans le temps, en 2015. Alors ça, c'est juste les papiers qui parlent de comment associer du code et de la décoration du code lisible par l'humain, pas juste des commentaires du code. Et en parallèle de ça, il y a des packages qui sont sortis. Alors, on a dit, quelqu'un a dit que Quarto arrivait 10 ans après R Markdown. Ce n'est pas strictement vrai, mais peu importe. R Markdown a presque 10 ans, à bientôt 10 ans.
Jupyter est arrivé un peu après, parce que j'ai mis aussi les autres. Après, il y a Apache Zeppelin qui a essayé de refaire la même chose, mais pour le monde plutôt Java, Big Data, Spark et Apache Company. Ensuite, il y a tout un tas de petits packages spécifiques et dédiés à un type de sortie. Package Down, Book Down, Xaringan, Block Down, etc. Je vous renvoie à l'excellente présentation de Nathalie Vialanex il y a 1 an et demi dans cette assemblée pour avoir le détail. Jupyter Lab est aussi un peu tardif et Quarto arrive au milieu de l'année 2020. La première version installable, de Quarto sur GitHub, pas la version 1 qui a été rendue célèbre plutôt cet été avec la keynote à RStudio Conférence. Du coup, si on se referme un peu sur le monde R, on a, pour réussir à faire plein de sorties à base de R Markdown, il faut tout un tas de packages. Et tout un tas de packages, ça veut dire une phrase que vous ne voyez pas, ça veut dire qu'il faut entretenir plein de packages, comprendre la diversité, de la syntaxe, des choses pas tout à fait homogènes. Et puis, quand on arrive à faire un truc avec un package pour faire une sortie PDF, si on veut le faire la même chose pour la présentation, il faut rechercher dans une autre doc, avec une autre syntaxe, etc. Donc, c'est là où on en était à la fin de la présentation de Nathalie, donc il y a 1 an. Et maintenant, je vous propose qu'on aille vers Quarto. Alors, pourquoi c'est le bon moment de dire bonjour à Quarto? Parce qu'il a l'ambition d'unifier et d'étendre l'écosystème R Markdown. Alors, unifier, ça veut dire rassembler tous les fans de R Markdown, tous les fans de tous les packages qui étaient présentés avant. Et surtout, trouver des nouveaux fans qui n'étaient pas dans le monde R Markdown ou qui ne le connaissaient pas. Et Quarto a cette ambition et on va essayer de vous démontrer que ça marche. Les gens du Bash, les gens du Python, les gens de Observable HQ, les gens de Julia, il n'y en a pas dans la salle, non. Et plein d'autres parce qu'il y aura des extensions qui seront... ouais. Donc c'est vendu comme gratuit, c'est open source et c'est le nouveau système de publication d'articles scientifiques et techniques. Donc ça, une grosse ambition. Et on va essayer de vous le prouver. Et comment ça se veut être le nouveau système qui va les dévorer tous? C'est parce qu'il va rendre le processus de création radicalement plus simple et d'édition d'un contenu scientifique. Création et édition, et donc collaboration entre les gens d'une équipe qui peuvent interagir même s'ils n'ont pas le même langage de codage. Donc, si on arrête de faire des grandes phrases, comment ça se représente? Eh ben, vous prenez tous les langages qui traitent de la donnée. Il en manque. S'il en manque, ils arrivent. Vous mettez Quarto au milieu et vous faites toutes les sorties nécessaires et suffisantes que vous pouvez imaginer pour quelque chose qui ressemble à un notebook, donc quelque chose qui est une décoration destinée à l'humain autour d'un code qui s'exécute. Alors, la présentation switch en anglais maintenant, c'est parce que là, on va vraiment vers le marketing RStudio, donc on n'a pas traduit. Vous le prenez comme vous voulez. On va quand même essayer de vous l'expliquer. Mais voilà, c'est de la keynote américaine. Donc, les gens d'Apple ont fait une keynote avec des iPhones une fois, tout le monde en a. Les gens d'Android ont fait une keynote une fois avec des montres connectées, tout le monde en a. Aujourd'hui, je retransmets la keynote d'RStudio sur Quarto. Donc, il y a 4 secteurs dans Quarto. Donc, on peut y mapper 4 grandes nouvelles fonctions que Quarto va permettre de partager, d'enseigner, de collaborer et de réimaginer le métier de travail autour de la data en équipe. Ça, on n'a rien mis. Enfin, j'ai enlevé les slides parce que ça, c'était trop.
Alors, premier sujet, partagé. Donc, comme je disais, on souffrait tous d'avoir plein de packages et il en manque ici pour faire des slides, des PDF, du doc et des articles de blog et ou cette présentation. On les a tous à peu près, puis on y arrive. Mais on souffre, par exemple, si je vous dis lequel de ces questions à l'audience, lequel de ces packages permet d'highlighter des lignes de code dans une présentation? Bravo. Ah oui, mais alors, s'il y a des experts, on ne m'avait pas dit qu'il y aurait des experts. C'est dans Xaringan. Si vous voulez le faire dans autre chose, on ne sait pas. Pour la génération d'après, on va avoir une implémentation qui est la même, quel que soit le langage d'entrée, quelle que soit la sortie, pour faire les features attractives. Donc, mettre une légende sous un plot, surligner une ligne de code dans une présentation, changer le CSS, je prends des risques. Ajouter des tabsets, le fameux truc où vous avez comment l'installer en R, en Python, en Bash, vous ne présentez pas les trois côte à côte, enfin l'un au-dessus de l'autre, sinon vous faites une sélection du meilleur et du pire, et donc on les met dans des tables, et puis chaque personne clique sur sa propre table et est très heureux d'être toujours en position 1. Le code folding, les gens qui ne veulent pas lire le code, ils peuvent le replier, etc., etc. Tous les paramètres par défaut sont plus facilement accessibles. Il y a de la complétion YAML. En fait, tous ces attributs, ils vont être consistants dans tous les langages et vers toutes les sorties parce qu'ils vont sortir du code et ils vont être dans du YAML, soit dans l'entête du document, soit au milieu des morceaux de code. Et ils vont être partout pareils. Et on va avoir la complétion de ce code en YAML, ce qui est extrêmement confortable parce que, deuxième question à l'audience, qui c'est le code qui ajoute un texte par défaut sur une image pour les déficients visuels, le alternative texte derrière une image qui connaît sa syntaxe. Oh là là, et là tout le monde se dit ah, faut chercher dans Google. Je finirai bien par trouver. Là, vous allez l'avoir en complétion YAML. Pour info, c'est figure alternative texte avec des underscores ou des tirets, je ne sais pas. Il y a des garde-fous pour les nouveaux. Donc, je vous ai dit, c'est du YAML. J'ai vu vos yeux qui grossissaient. Ouh là là, ça va être horrible. Un nouveau langage. Non, il y a en fait, il y a la complétion, il y a la syntaxe informative, il y a des aides. Et je vous ai dit qu'on supportait tous les langages, mais ça, c'était presque déjà vrai en fait. Mais on sait faire du Python dans RStudio. Mais qui fait ça? Personne. Parce que, enfin, à moins d'y être obligé. Un Pythoniste, il n'a pas RStudio. Et bien avec Quarto, c'est pas là que je le dis, ça vient plus tard. Ah oui, c'est le moment de la démo d'Aurélie. Est-ce qu'on l'a fait maintenant, Aurélie? Comme tu veux, peut-être qu'au final, en parlant du site web après, ce sera peut-être mieux de la lancer après. Donc, tu peux peut-être passer vite là-dessus et je la présenterai plus tard. Ok, je reviendrai dessus, surtout, il ne faut pas l'oublier. Dans chaque étape du rendering, maintenant que j'ai fait des grandes phrases, on va quand même expliquer comment ça marche. Alors, Quarto n'est plus un package dans R. Le Quarto est un exécutable à côté de R ou à côté d'un autre langage et d'un autre IDE. Mais il s'occupe par des commandes système d'orchestrer toute la chaîne exactement comme le faisait Kniter auparavant. Donc, c'est une architecture différente, mais ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire ça prend un fichier QMD, Quarto Markdown,
Et ça le fait transiter au travers de cette chaîne, soit par une engine Kniter ou Jupyter, vers du Markdown, donc du pur texte, et grâce à Pandoc, dans tous les formats de sortie supportés par Pandoc. Donc, on s'appuie sur les épaules des géants, parce que Pandoc, ça marche super bien. Kniter et Jupyter, tout le monde sait le faire marcher. Sauf que voilà, c'est des commandes système qui les déclenchent. La transition entre les formats est très simple. Oui. Ma première idée, c'est de faire un fichier HTML. Pour ça, dans l'entête de mon fichier Quarto Markdown, alors, je fais un fichier HTML pour délivrer un enseignement. Je commence par faire mon cours en fichier HTML. L'entête YAML de mon fichier, ça va être ça, un titre, et format, quel format de sortie? HTML. Tout à coup, je me dis, ah, mais ils vont vouloir que je le présente en amphithéâtre. Je change juste le format Reveal.js, qui est le format des présentations. Je ne touche à rien d'autre dans mon contenu. Et j'ai une présentation du même code, exécutée de la même façon, avec le même contenu. J'ai les mêmes plots. Si une donnée a changé dans mon fichier CSV d'entrée, j'en sais rien. J'ai le même résultat dans mon HTML, dans mon blog ou dans la présentation que je vous fais maintenant. Et si j'ai 3 fichiers comme ça, il y a un fichier spécial qui va créer un site web. C'est le _ Quarto YAML. Ça ne s'invente pas, mais vous avez les slides maintenant. On lui dit le type de projet et on liste toutes les leçons qui vont faire toutes les pages du site web avec un joli CSS qui va le rendre encore plus joli. Ça facilite l'open sharing, vous le traduisez comme vous voulez. Donc, c'est facile de partager. Comment? Merci. Même close, oui, enfin. Alors, c'est facile à partager parce que c'est du texte. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'il cherchait à dire. Enfin, on peut passer outre les IPython notebook qu'on ne sait pas gérer en version, qu'on s'échange et personne ne sait les ouvrir. Enfin, on les ouvre avec le mauvais truc, c'est catastrophique. Là, ça reste du Markdown, donc du texte. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce slide parce que c'est le moment de passer à la collaboration. Alors, la collaboration, là, c'est devenir ami avec les gens qui font du Python. Est-ce que quelqu'un dans la salle a un collègue qui fait du Python? Oui, oui. Et comment vous produisez un résultat commun d'un point de vue document, site web, article de blog? C'est aujourd'hui, on peut le dire, on fait du copier-coller des plots dans quelque chose qui ressemble à, je ne sais pas quoi, un Microsoft truc ou Google machin. C'est horrible. Capture d'écran du code. Faut pas rigoler. Ma précédente présentation ici, c'était avec des captures d'écran du code. Mais pas celle-là. Heureusement, maintenant, vous avez un super pouvoir, vous avez Quarto. Par exemple, le b.a.-ba, c'est d'accueillir les IPython Notebook dans le site web. Et le fichier Quarto YAML que je vous ai montré tout à l'heure, qui va définir toutes les pages du site web, eh ben, vous pouvez mixer du QMD et de l'IPython Notebook. Ah, là, c'est le moment où vous applaudissez. Les hommes sexy se mettent nus, mais bon, il y aura d'autres moments comme ça. Vous pouvez... Et enfin, c'est le moment qui me plaît le plus. Avant, nous, on savait juste dire, mais installer RStudio, c'est tellement bien, pour faire du Python aussi. Mais ça n'a pas marché. Quarto s'installe dans 3 IDE, ou 2 IDE majeurs. RStudio, bien sûr. C'est un plugin dans Visual Studio Code et ses dérivés. Et comme c'est une commande CLI qui fait la chaîne de production du document, ben, ça marche aussi dans Jupyter Notebook. Donc là, personne n'a d'excuse.
pour ne pas installer Quarto. Voilà, ça, c'est le moment de ce slide. Et quand bien même quelqu'un ne peut pas installer, un petit peu comme j'étais à 5 minutes avant le début de cette conférence, on peut l'ouvrir, c'est du texte, donc on peut l'ouvrir, l'éditer dans GitHub. C'est du texte, n'importe quel éditeur de texte, évidemment, va permettre d'y arriver, en cas extrême. Aurélie, c'est à toi. Oui. Alors, du coup, peut-être juste avant de démarrer la démo, donc dans la keynote qui a été donnée par Miné et Julia cet été pour présenter Quarto, elles présentent notamment l'édition d'un site web et elles le font de manière ultra rapide, mais vraiment en moins de 10 minutes. Et donc, j'étais vraiment très impressionnée et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est quand même ultra rapide. Donc, pour la petite histoire, je n'ai absolument jamais fait de site web toute seule. Et donc, j'ai suivi cette keynote. Et donc, la démo, c'est littéralement la reproduction de cette keynote, de ce montage de site web. Et donc, vous allez voir que par la durée de la démo, ça parle tout seul. En fait, c'est ultra facile de monter un site web, en tout cas un site web simple, en passant du coup par Quarto Pub. Donc, c'est l'environnement qui permet c'est l'hébergeur, en fait, de sites web de Quarto qu'ils ont monté. Donc, je pense qu'on peut démarrer. Donc, voilà Quarto Pub, comment ça se présente. Donc, moi, j'ai créé un compte là-dessus. Ensuite, je bascule dans mon IDE RStudio. Dans mon IDE RStudio, je vais créer un premier fichier complètement bateau, hein. Je vais prendre un exemple. Voilà. L'exemple proposé par défaut de RStudio. Ça me fait un premier fichier, je l'enregistre. Voilà, je l'appelle exemple. Un nom très original. J'en crée un deuxième. Voilà, donc celui-là, ça va plutôt être la page d'introduction, on va dire, de mon site web. Donc, je l'appelle introduction. Je vais changer un petit peu le contenu. Et là, du coup, je vais juste mettre un petit mot de bienvenue. Voilà. Donc là, on voit que j'ai plusieurs éléments Quarto, donc avec l'extension QMD. J'en crée un troisième. Et donc là, ce fameux troisième, c'est ce qu'a mentionné Christophe tout à l'heure, c'est le YAML de mon site web, qui doit s'appeler _quarto.yaml. Voilà. Et donc là, je vais faire une en-tête. Donc pour aller plus vite, j'avais juste copié-collé ça dans un Word. Mais en soi, à taper, c'est ultra simple et avec la complétion automatique, ça rend les choses plus faciles. Donc, il faut définir juste un projet. Là, le type de mon projet, c'est un site web, donc type de point website. Et ensuite, je décris un petit peu mon site, donc notamment le titre qui va se retrouver dans l'URL du site, et ce que contient le site, ce qu'on va retrouver dans la barre de navigation. Voilà, donc très très simple là aussi. Donc là, je vais fermer juste mon projet. Donc mon projet RStudio, RProj, et je vais le réouvrir, tout simplement pour que le projet comprenne que maintenant je travaille avec un site web. Et donc vous allez voir que dans la fenêtre en haut à droite, il y a une nouvelle table qui apparaît, en plus d'environnement, history and connection. Je vais avoir la table build. Et donc ça va juste me permettre du coup de prévisualiser mon site en local. Donc là, je lance ça. Donc là, déjà en local, j'ai monté mon site web. Je peux naviguer entre mes deux pages, voilà. Donc c'est bien joli, mais en fait, l'idée d'avoir un site, c'est de réussir à le publier, à le partager à la communauté. Donc maintenant, je vais passer dans la partie ligne de commande. Donc j'ouvre le terminal de mon projet et je vais juste taper Quarto Publish. Donc 2 mots. Je lance la commande. Ça va me demander sur quoi le publier. Donc moi, j'ai choisi Quarto Pub. Donc je choisis Quarto Pub et mon compte. Mais on peut choisir d'autres choses, hein. Là, dans la démo, on voyait GitHub, ça allait un peu vite, mais on voyait ça. Je choisis mon site. Donc là, j'ai décidé de l'appeler autrement que le nom par défaut. Donc on peut toujours changer ça. Je rentre ma commande. Et donc là, le site se compile. Et donc plus que quelques secondes et c'est quasi terminé. Et voilà. Et donc là, j'ai publié mon premier site. Très basique, certes,
mais publié en moins de 5 minutes. Donc, ultra, ultra, ultra pratique. C'est le deuxième moment où tout le monde se roule par terre. Hein. Bravo. Voilà, je te rends la parole, Christophe. Merci. Et j'ai bientôt fini. Alors, la dernière partie, attendez. La dernière partie vendue par RStudio dans sa keynote, c'était Teach. Alors, je ne sais pas si ici, quelqu'un donne des cours. Oui, non, oui, non. Alors, on peut faire le scénario du cours où, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on prépare un cours complet avec des explications complètes. On en fait un fichier HTML, on le met où on veut, sur un site web comme l'a démontré Aurélie. À un moment, il faut le présenter, donc on en fait des slides. Et puis, à un moment, quand c'est fini, on a récupéré tout un tas de questions très intelligentes de l'audience, très éclairée, et on peut compléter et faire un article de blog sur une partie qui n'était pas couverte par le cours, je ne sais pas. Donc ça, c'est un scénario pour lequel Quarto va être absolument super, et je crois que moi, je vais vous faire une démo de ça. Oui, juste après. Et au choix en vidéo ou en vrai avec mes petits doigts. Ça, c'est suivant pareil, la demande de l'audience. En vrai, avec les petits doigts. Il y a un autre scénario qui marche aussi, moi, que j'ai utilisé. Est-ce que quelqu'un a eu besoin d'éditer une page README d'un dépôt de code GitHub? Il n'y a rien de pire que les README, n'est-ce pas? Si, en fait, il y a pire que les README. Il y a la page wiki du dépôt GitHub où on se dit, bon, avant d'avoir Quarto et d'être capable de publier un site web en 10 minutes, pour tout un tas de questions de je ne sais pas quoi, sécurité, le premier site web disponible pour écrire des notes, une architecture, donc 3 boîtes reliées entre elles pour savoir comment elles marchent, et puis un tableau de résultats, c'est la page wiki du dépôt GitHub. Alors ça, c'est la bonne idée au départ, et après, quand on accumule des résultats et qu'on veut que le code compile les résultats, on se dit, eh bien, Quarto permet de faire ça. Donc là aussi, c'est pareil. On a du code qui va chercher des logs pour mesurer des temps, j'en sais rien, remplir un tableau de résultats et le pousser dans la page wiki du repo GitHub. Donc, dans Teach, vous mettez tout ce que vous voulez, mais je vais vous faire la démo. Je crois qu'il n'y a rien. Oui, ça, c'est la page de démo. Alors, c'est maintenant que... Normalement, je fais la démo. Vous y voyez bien? C'est parce qu'en Zoom, ils sont un peu myopes, j'ai préféré zoomer. Alors, moi, avant de faire cette presse, j'y connaissais rien en Quarto, alors j'avais des fichiers R Markdown dans mon dossier. J'avais un Hello R Markdown. Donc, je l'ouvre. Et si je clique sur Knit, normalement, là, j'ai vraiment trop... je trouve même plus mes boutons. Ah ouais, je peux mettre RStudio en plein écran. Si je clique sur Knit, ça marche. Ça, vous connaissez. Personne n'est perdu là. Hop, j'ai un joli... j'ai un plutôt... bon, j'ai un presque joli... une jolie page web. Je vais pouvoir en faire ce que je veux après. Bon, mais ça, c'était avant. Donc, c'est presque joli. Donc, vous allez bien retenir les différences qu'il va y avoir entre cette page web qui vient d'un R Markdown et Quarto qui se veut la référence pour la publication scientifique. Donc, ça va être plus joli que ça. Je ferme et je ferme le Hello R Markdown et je passe au Quarto Markdown. Alors, comme je suis fainéant, il est où? Je vais faire une opération pas fatigante, c'est la migration. Hop. Je change le fichier Hello en QMD.
je l'ouvre, c'est le même. Hein. Et là, le bouton… non, vous ne roulez pas par terre, c'est pour plus tard. Le bouton pour obtenir la sortie, ce n'est plus un bouton Kniter, c'est ce nouveau bouton Render. Vous avez le même dans Visual Studio Code. Alors, c'est dans la commande palette Render Document. Et vous n'avez rien dans Jupyter Notebook. Il faut le taper en ligne de commande. C'est ce qu'a fait Aurélie tout à l'heure pour la publication, Quarto Render. Mais là, c'est intégré, donc c'est pratique. Je le fais. Qu'est-ce qui se passe? La même chose, ou presque. J'ai à nouveau une page web avec mon document rendu. Vous le ferez chez vous en exercice et vous verrez les subtiles différences entre le précédent et le nouveau. C'est plus fin comme rendu. Notamment, je crois, autour des… de toute façon, c'est un exercice, je ne vais pas vous donner la réponse. Évidemment, maintenant j'ai fait le trick pour passer de R Markdown à Quarto Markdown. Maintenant, il va falloir un petit peu plus mouiller la chemise en éditant le dossier. Par exemple, vous avez remarqué qu'on voyait le chargement des librairies. C'est moche, on met pas ça dans une page web. Donc, il faut l'enlever. Et je vous ai dit que c'était du YAML. Et donc, je vais taper devant vos yeux hagards du YAML sans voir ce que je tape. Donc, les raccourcis sont les mêmes que ceux dont vous avez l'habitude. Donc, pour ne pas voir le code, c'est echo. Et vous voyez que je n'étais pas sûr, j'ai tapé EC, bon, j'avais quand même quelques idées. Et j'ai la proposition de complétion avec une aide. Donc, même sur le YAML, maintenant, on a une aide. Et puis, est-ce que c'était une chaîne de caractères ou du false ou du true, majuscule, minuscule? Moi, je fais un peu de Python, je suis perdu avec tous ces trucs. Je sais que c'est tout en minuscule. Enfin, je ne sais pas. Donc, echo false, est-ce que je ne vous ai pas menti? Le rendeur, où est-il passé? Il est là. Je n'ai plus le bloc de code des chargements des résultats. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a déjà des commandes de contrôle implicites ici. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il manquait dans RStudio le figure alt text pour les malvoyants. Et effectivement, ici, si j'inspecte les propriétés d'accessibilité de ma figure, il n'y a rien, mon navigateur le dit, l'étiquette de texte, il n'y en a pas. Et si je clique dessus, il me dit que je suis non conforme aux standards d'accessibilité. C'est mal avec Quarto. Je reviens à mon code et je lui mets figure alt text. Je crois, fig, il y en a plein. C'est peut-être pas figure alt text. Figure alt. Si, c'est ça, oui, c'est figure alt. Donc, vous voyez, je ne le connaissais pas. Alors là, interrogation en direct. Qu'est-ce qu'on met comme figure alt text sur le plot que vous avez vu? Allez, pour tous vos collègues malvoyants. Je ne sais pas ce que c'est l'autre taille, la taille des têtes. De pingouin. Il faudra travailler ça, hein, messieurs, dames. Et les fautes. Ah, merci. L'accessibilité, c'est super important. Voilà. Je refais du rendering. Et magie, vous l'avez deviné, ça marche normalement. Je repasse au site web, le même. Si je regarde les propriétés d'accessibilité de mon image,
j'ai maintenant au faute près, le texte qui décrit l'image. Donc, c'est tout un tas de choses. Alors, vous allez me dire, mais de quoi il nous parle? C'est complètement exotique. Mais vous voyez que les choses les plus compliquées sont rendues accessibles. Et là, je l'ai fait dans une cellule R. C'est la même syntaxe dans une cellule Python, dans une cellule Bash. Bon, le Bash qui fait des plots, il faut qu'on en parle. Hein, mais dans une cellule observable HQ. Donc, vous allez avoir un truc hyper consistant sur tout votre document pour mettre les figures côte à côte, organiser les figures dans des panels, avoir des sous-légendes, une légende globale pour plusieurs plots et des sous-légendes par plot, la numérotation des figures, tout ça va être consistant avec la même syntaxe. Une fois, vous savez le faire une fois, vous l'avez cherché une fois, vous pouvez le faire sur tous vos... Et je m'arrête là parce que... le temps file. En tout cas, ce que vous devez retenir de ça, c'est qu'il y a un apprentissage à faire, mais il va être moins dur que d'apprendre chacun des packages pour arriver à vos fins. Ça incite presque à enseigner Quarto si vous restez des heures de cours. Parce que, quelle que soit l'entrée, on est rassuré de savoir à peu près faire des jolies choses, d'un document joli avec Quarto. Cette présentation est faite avec Quarto. Donc, s'il y a des choses sexy que vous avez vues jusqu'à maintenant, mais surtout ceux que vous allez voir à partir de maintenant présentés par Aurélie, on l'a publié parce qu'on a fait exactement ce qu'a fait Aurélie tout à l'heure en démo sur Hello Quarto sur Camembert. Donc, vous avez la presse, donc vous aurez le code, donc vous aurez tout ce que vous pouvez imaginer. Et je passe la parole à Aurélie. Merci Christophe. Alors moi du coup je vais vous parler plus de ok c'est cool Quarto, mais comment on fait pour l'installer chez nous, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça a de plus du coup que R Markdown. Donc, si tu peux aller à la diapo suivante s'il te plaît. Ouais, super. Alors, donc pour l'installer, donc déjà il y a un site qui s'appelle Quarto.org qui héberge toutes les guidelines en fait à suivre, les astuces pour tel ou tel document, qui est très très bien construit. Et donc là-dessus, on peut retrouver les instructions pour installer Quarto. Donc il y a une remarque quand même assez importante à faire, c'est que quand on veut utiliser Quarto avec l'IDE RStudio, il faut qu'on ait la version de juillet, donc de 2022, de juillet 2022. Si on a une version antérieure, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc la première des choses, c'est d'installer Quarto, la ligne de commande Quarto, en fonction du système d'exploitation sur lequel on est, donc Ubuntu, Windows, et j'en passe. Installer le package Quarto. Donc ça, c'est vraiment spécifique à RStudio, si je ne me trompe pas. Pour les autres, on n'a pas besoin d'installer le package. Encore une fois, à vérifier. Mais pour RStudio, c'est sûr, il faut l'installer. Donc, ces deux premières étapes. Et donc, ça, c'était juste une remarque pour dire que, voilà, en dehors, Quarto est quand même détaché de l'IDE RStudio. R Markdown est complètement utilisable dans RStudio, mais dans rien d'autre. Quarto, on peut l'utiliser via d'autres choses, comme l'a dit Christophe. Et donc, vous l'avez peut-être vu dans les différentes démos qu'on vous a fait jusqu'à présent, mais donc pour RStudio, pour créer un notebook, ça se présente un tout petit peu différemment, c'est vraiment très léger. Donc, quand on va dans Fichier, nouveau fichier, on a deux nouveaux blocs qui apparaissent, donc c'est Quarto Document et Quarto Présentation. Si on va sur la droite, on a la petite fenêtre qui s'ouvre, qui est quasi la même, hein. On a juste en bas l'engin à choisir, oui, l'engin sur lequel on veut compiler notre document. Donc, soit c'est Niter, soit c'est Jupyter. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on a le bouton qui change, donc le bouton Render dont nous a parlé Christophe.
Diapo suivante. On spécifie d'une manière un peu différente les options des blocs de code. Et ça, c'est plutôt pratique parce que quand on en a beaucoup, dans les accolades, ça devient vite illisible. Enfin, ça s'ajoute au fur et à mesure. Là, c'est plus sous forme de liste. Donc, c'est plus facile de s'y retrouver quand on veut modifier un élément dans une longue liste d'options qu'on a spécifié pour un bloc de code donné. Donc ça, c'est la première chose. Et la dernière, une chose, la dernière, du coup, c'est en fait, on peut avoir deux modes d'édition du document. Donc soit le mode source qu'on a vu jusqu'à présent, soit le mode visuel. Et c'est comme si on travaillait sous un OpenOffice, un Word, qu'en sais-je, qui va fonctionner en clic-bouton. Et ça, c'est quand même très pratique quand on a oublié comment on insérait une image, comment on insérait un lien. On a juste à basculer sur ce mode-là, le faire en clic-bouton, revenir aux sources, voir comment ça fonctionne dans le code et reproduire à l'infini comme on le souhaite. Donc c'est plutôt très pratique. Ça, c'est pour RStudio. Et si donc on revient un petit peu en arrière pour Jupyter, donc là on a utilisé les fameux tabs. Alors, sous Jupyter, quand on ouvre un document, un Python notebook dans Jupyter Lab, avec Quarto, on a l'entête YAML. Donc ça, c'est la première des choses qui apparaît pour spécifier les options globales de notre notebook. Et la deuxième chose, c'est ces fameuses options dans les blocs de code qui vont fonctionner exactement de la même manière que sous RStudio. Donc là, on n'a pas à se prendre la tête sur comment ça se spécifie en RStudio, en JupyterLab. Là, ça va être le même langage, exactement. Voilà. Et donc, slide suivante. Et donc, pour prévisualiser ce fameux notebook, là, on va plutôt passer par le terminal. Et donc, ouvrir un terminal et exécuter soit Quarto Preview avec le nom du notebook pour le prévisualiser. Et si on veut, donc quand on le prévisualise, ça ouvre une fenêtre juste à côté de notre document. Et donc, on peut en simultané en fait travailler sur le document, donc modifier quelque chose et la prévisualisation se met à jour automatiquement. Et quand on veut le générer, c'est juste Quarto Render et on choisit du coup l'extension, le format de fichier qu'on veut générer. Et voilà, donc les petites différences entre ce qui se fait d'habitude et ce qu'on peut observer avec Quarto. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en Quarto? Donc, Christophe, il a déjà dit qu'on pouvait faire pas mal de choses. Donc, on peut faire des présentations, des rapports, des sites web, des livres et des articles. Donc, moi, je vais me concentrer sur les deux premiers. Le site web, je vous en ai déjà parlé. Tout simplement parce qu'en fait, au quotidien, moi, je fais plus des rapports et des présentations, hein. Mais l'avantage, c'est que du coup, Quarto nous permet de passer de l'un à l'autre sans presque aucune difficulté. Voilà, changer un mot quasiment, ça suffit et on peut passer d'une présentation à un site. J'exagère, mais c'est vraiment très simple. Donc, concernant les rapports, on peut faire du HTML, du PDF, du Word ou du OpenOffice. Et donc, qu'est-ce que R Markdown a de plus, du coup, non, a de moins, pardon, que Quarto, lapsus. Donc, si on va à la diapo, alors encore suivante, je pense qu'il y a eu des modifications qui ne sont pas passées en live. Donc voilà, donc la première des choses, c'est qu'on peut copier-coller une image. Donc là, je vous ai fait une petite démo. Si je vais sur Internet et que je veux insérer une belle image du temple d'Angkor Wat, magnifique au lever du soleil, dans mon R Markdown, je sais pas trop quoi, dans mon Quarto, je la copie et je la colle. Quand je suis dans l'éditeur visuel, l'image se colle telle qu'elle. Donc déjà, première des choses. La salle se roule par terre. Donc voilà, je fais une petite description. Et la deuxième des choses, c'est que automatiquement, Quarto en fait va créer. Donc là, je bascule sur la fenêtre de droite.
va créer un dossier image et va mettre mon image, va la nommer, voilà, l'image que je viens de coller, fast avec un petit nom. Et donc, clairement, voilà, on veut juste insérer une image, ça nous demande, mais zéro effort. Quand on est dans le mode visuel, tout se fait ultra automatiquement. Donc, slide suivante, on peut faire la même chose avec du texte formaté. Donc là, pareil, je vous ai fait une petite démo. Donc là, j'ai pris un texte, n'importe quoi, j'ai mis du gras, de l'italique, du souligné, du barré, de la couleur. Je le copie-colle dans mon Quarto. Donc, on voit que le gras, l'italique et le souligné est passé. Donc, le texte se formate de lui-même. Les formats un peu plus élaborés, tels que colorer du texte, le barré, c'est pas passé. Donc, voilà, c'est le petit crash test de Quarto. Mais pour ce qui est du formatage simple, ça passe. Et donc, on peut aussi gagner du temps si on veut copier-coller un texte qu'on avait déjà édité et formaté dans Quarto. Voilà, donc ça, c'était la première des choses. Et donc, pour le reste, normalement, je devais vous montrer un rapport HTML. Petit aléa du direct, je ne peux pas l'ouvrir sur mon PC. Donc, je vais te demander, Christophe, de m'aider avec tout ça et d'ouvrir du coup exemple HTML pour montrer tous ces petits gadgets. Ouais, j'ai un Internet très faible, alors le CSS est sûrement défaillant. Ah, bon, eh bien, tant pis. Mais du coup, je vous invite à aller voir tout ça. Je vais juste vous écrire un petit peu, du coup, les, les options plutôt chouettes que propose Quarto. Non, j'ai le même problème en fait sur mon PC et je pense que c'est un problème ouais, d'Internet. On revient à la présentation. Oui, je pense. Ce sera plus facile. Donc, du coup, on peut déjà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire déjà de base en R Markdown, hein. L'avantage de Quarto, c'est juste qu'on peut le faire de manière beaucoup plus simple, en fait. Donc, on peut switcher le rapport, quand on fait un rapport HTML, en mode clair ou sombre. Donc, ça peut paraître très gadget, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de travailler avec des écrans tout le temps noirs. Donc, voilà, je peux basculer mon rapport en mode clair ou sombre, juste avec un switch button, et je spécifie juste ça dans le thème en disant bah, mon thème clair, ce sera tel thème, et mon thème sombre, ce sera tel autre, dans le global YAML. On peut mettre des petits boutons pour faire des copier-coller de code plus faciles. On peut cacher ou montrer le code. On peut faire en sorte que le code, quand il est trop long, des fois, ça nous met une barre là, comme ça, pour le faire défiler. Ben, on peut demander à ce que le code soit automatiquement fité dans la page. Et on n'a plus cette barre, voilà, on n'a plus à s'embêter avec ça. On a les citations et notes de bas de page. Quand on passe la souris dessus, elle s'affiche. Donc normalement, si tu passes ta souris sur la petite note, Christophe, on devrait avoir un petit cadran qui s'affiche. Voilà. Donc là, je dis juste que le mode clair-sombre, ça peut pas se faire pour les slides, c'est dommage, mais voilà. Code link, c'est pour mettre la page d'aide R pour les fonctions. Donc si on ne sait pas trop ce qu'une fonction en particulier fait, c'est le rapport de quelqu'un d'autre, et qu'il a mis cette option, on peut cliquer sur la fonction et ça nous ouvre la page d'aide. Voilà. Donc plein de petites choses comme ça. Il y a plein de choses aussi pour arranger les figures de manière ultra simplifiée, les mettre dans la marge, ou mettre une table et une image en plus dans la marge. Faire en sorte que voilà, toutes ces petites choses s'intègrent bien et facilement en fait dans nos rapports. Donc ça, c'était pour les rapports. Côté présentation, donc slide suivante du coup. Donc on peut faire des présentations Revit.js. Donc j'en avais jamais fait jusqu'à présent moi et c'est la première fois que j'en fais avec Quarto. Et donc encore une fois très intuitif. On peut faire du Beamer et on peut aussi faire du PowerPoint. Et alors là, la petite anecdote, c'est que d'habitude, quand on fait du PowerPoint et qu'on a du code à côté, eh bien, on va générer son graphique, faire un copier-coller du graphique, l'insérer dans le PowerPoint
Et si jamais on modifie le code et qu'on régénère le graphique, il faut qu'on refasse le copier-coller, qu'on réinsère, nanana. Hyper long, hyper fastidieux. Et là, avec Quarto, plus besoin de s'embêter puisqu'on peut directement générer le fichier avec l'extension PowerPoint. Et donc, tout ce qui est code, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc voilà, ceux qui font du PowerPoint, sachez que ça va vous faciliter un peu beaucoup la vie. Voilà, c'est le message de cette slide. Je pense que tu peux aller à la suivante. Du coup, par rapport aux présentations HTML, ce qu'on peut rajouter, c'est l'option surligner du code. Donc, quand on présente, je sais pas moi, un bloc de code à quelqu'un et qu'on veut spécifier donc telle et telle ligne, donc là, arrange, mutate, c'est pour modifier le jeu de données. On peut en fait faire défiler nos slides et au fur et à mesure, on va surligner plus ou moins des lignes de code. Donc là, les lignes de code pour faire le plot, les lignes de code pour choisir notre échelle de couleurs, pour changer le thème. Et donc ça peut se faire avec juste une option dans le global YAML. Voilà. Donc plutôt pratique. Donc slide suivante. Alors je sais pas si tu vas pouvoir avoir accès aux boutons justement qui permettent de faire ça. Donc c'est Chalkboard. En fait, ça va permettre d'avoir deux petits outils. Donc on a l'outil tableau noir sur lequel on peut écrire des choses. Donc si on est, je sais pas, moi, en travail de groupe avec quelqu'un et qu'on veut écrire une équation, qu'on veut dessiner quelque chose et qu'on veut le garder dans le document, au lieu de l'écrire sur feuille libre ou sur un autre document, on peut le faire du coup dans la présentation Quarto. On fait notre dessin et ensuite on peut enregistrer avec des raccourcis clavier ces nouvelles pages. Voilà, ou on peut effacer avec le raccourci supr, on peut effacer le dessin et revenir à notre présentation. Donc il y a ce tableau noir, et on a aussi juste les crayons de couleur en fait pour dessiner sur les slides. Donc il y a pas mal maintenant d'outils. Zoom propose de faire ça. On peut dessiner sur des slides en Zoom. Mais voilà, ça peut être une alternative plutôt pratique. Et là, la premier exercice sur Quarto. Sur le coin du slide, tu as le défilé de tous le nom des slides et tu dois pouvoir retrouver où on en est dans la présentation. Moi, j'en ai aucune idée. Ouais, voilà, on est ici. Et je crois qu'on avait même fini avec ça. Donc voilà, des petits stylos avec deux icônes du coup en bas des slides qui s'affichent pour qu'on puisse dessiner, enregistrer et tout ça de manière ultra simple. C'est moi qui dois partager. On peut aussi switcher du coup le pointeur, donc la souris, enfin le curseur en pointeur. Si on appuie sur la touche Q, normalement ça fonctionne. En fait, je vois Aurélie. Je voyais Aurélie. Alors, je raccourcis touche Q. Non, ça ne marche pas. Non, il faut. Ouais, alors il fallait. Peut-être qu'il y a un petit quoi. Bon, en tout cas, je sais que ça fonctionne. Peut-être pas tout le temps, surtout sur tous les fronts, mais ça fonctionne. Donc on peut, voilà, avec une petite extension, se faire un pointeur et bon, parfois c'est plus agréable de pointer les choses avec le pointeur. Voilà. Petit aparté là-dessus. Et donc il y a plein d'autres choses qui existent pour les présentations, pour les rapports, qui sont listés du coup dans la documentation et qui vont encore être développés. C'est juste un petit panel de choses qui peuvent être utiles au quotidien. Donc, concernant les blogs et les sites web, donc je vous ai déjà fait la démo du coup du site en moins de 10 minutes. Donc, tout ça, c'est bon. Je pense qu'on peut passer à la suivante. On peut encore passer à la suivante, vu que c'est la même démo. Voilà, et donc tout ça, c'est ce que je vous avais dit. La seule peut-être précision sur les sites web qu'avait fait Christophe, mais je préfère insister là-dessus, c'est qu'on peut vraiment intégrer des documents de différentes sources dans un site. Et donc ne pas que utiliser du Quarto Markdown ou du R Markdown, mais aussi du Python Notebook et probablement d'autres documents par la suite
Et voilà, de manière simple. Et je pense qu'on peut avancer sur ça. Je te rends la parole, du coup, Christophe. Alors, je l'ai évoqué, jusqu'à maintenant, on a parlé de Quarto qui assemble tous les mondes tels qu'ils existent. Après, l'étape d'après, c'est quand on maîtrise plusieurs langages et qu'il y en a un qui est très efficace pour faire une tâche et un autre plus efficace pour faire la tâche suivante dans un déroulé d'un doc ou d'un code. Quarto va permettre de faire ça. Oui. Alors, on a tous les langages historiquement supportés par RStudio, donc Bash, que je n'ai pas mis, mais évidemment, R évidemment, Python grâce au package Reticulate. Et ce qui est nouveau avec Quarto, c'est Observable HQ. Alors, une petite histoire d'Observable HQ. Est-ce que vous connaissez Observable HQ? Alors, Observable HQ, c'est un notebook en ligne. C'est un site web qui était offert à la communauté ça a été créé par Mike Bostock, qui est le créateur de D3JS. Et c'est une surcouche de D3JS pour faire vraiment des visualisations dynamiques et très impressionnantes du coup, mais avec des curseurs et de la sélection, un petit peu à la manière de Shiny, mais en ligne et sous forme de notebook JavaScript. Avec quelque chose qui continue de me surprendre, c'est que c'est réactif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre d'exécution des différentes cellules de code dans le notebook, c'est-à-dire qu'on met les imports qui sont moches tout en bas du notebook, mais on a à disposition les fonctions qui viennent de l'import, donc ça c'est assez étonnant, mais un petit peu comme dans Shiny en réalité. Et ce site web, il y a 2 mois, est passé payant subitement. Il agrégeait une énorme communauté de data visualiseurs avec de très très belles réalisations et en plus l'explication de comment les faire et le code. Donc ça agrégeait toute la communauté data vis mondiale, enfin une grosse partie, en tout cas ceux qui ont le courage de faire du JavaScript. Et tout à coup, il faut payer. Mais heureusement, tout à coup arrive Quarto qui héberge le JavaScript Observable HQ. Donc, on va pouvoir reprendre ce code JavaScript et le mettre dans une cellule et juste l'exécuter comme les autres. Julia, on en a parlé. Le tout dans le même notebook. Et non seulement le tout dans le même notebook, mais avant Quarto, quand on imaginait ça, de faire un petit traitement en Bash, puis lire des trucs en Python, ou web scraper un site web en Python, et puis faire une jointure en R, et enfin une visualisation en D3, on passait par des fichiers intermédiaires pour sauver les résultats, les relire, et ça c'était vraiment moche et horrible, et puis le disque dur ne le supportait pas longtemps. Maintenant, il y a un partage des structures de données en mémoire entre les différents langages. Alors vous allez me dire Python et R, là j'ai rien inventé, puisque c'est Reticulate qui le fait. Et là, on a la même chose avec Observable HQ, pas avec Bash, mais et avec Julia, je ne sais pas. Alors là, je dois être tout à fait honnête. Si c'est juste la syntaxe qui le montre, disons qu'avec Python, on fait du web scrapping. Bon, là, j'ai fait un import d'un fichier CSV. On peut le faire dans n'importe quel langage, c'est pas très original. Si on veut charger la structure de données Penguin, qui est un Pandas Data Frame, et la rendre disponible dans OJS, c'est-à-dire Observable HQ, on passe la commande OJS define et la structure de données qui existera dans le monde JavaScript égale le nom de la structure de données qui existe dans Python. Donc cette commande magique va faire le passage de données de l'un à l'autre. Idem en R. Alors là, R Python, vous connaissez Reticulate. Donc dans R, à la ligne 3, je récupère le $Penguin pour y appliquer des méthodes R, enfin Tidyverse ici. Et j'ai un nouveau Penguin dans R. Et là aussi, si je veux le rendre disponible dans JavaScript, donc dans Observable, j'ai un OJS define R Penguin qui est égal au Penguin dans la mémoire R.
dans Observable, je peux faire tout un tas de choses avec R-Penguin ou PyPenguin. Pas PyPenguin qui est commenté, mais etc. Et je peux faire un bel affichage. Je ne l'ai pas fait fonctionner, mais vous êtes hériste, alors vous vous en moquez. La dernière occasion de vous faire vous rouler par terre, et puis on conclura, c'est la migration vers Quarto. Alors, si vous n'êtes pas endormi trop tôt dans cette présentation, vous avez vu... tiens, hop là. Oui, ça c'est parfois, ça fait ça. Donc, la migration vers Quarto, c'est juste un slide qui ne dit pas grand-chose, qui m'a permis juste de faire un graphe vise dans une présentation Quarto. C'est juste par pur plaisir. Non, on va quand même le mettre. Donc, on peut migrer de R Markdown, de DPython Notebook, d'Observable HQ et de LaTeX vers Quarto. Et pour LaTeX, il y a une remarque, je crois. Non, pardon, ça vient plus tard. Alors, la migration de R Markdown vers Quarto, je vous la propose en 2 secondes 50. Non, en 2,5 secondes. C'est le slide d'après. Ouais. Ouais. Mais c'est triché, vous l'avez déjà vu. Il suffit de renommer le fichier et c'est fait. Donc ça c'est la migration du fainéant. Il y a la migration jolie, pour faire du joli code. C'est celle d'après, c'est la même migration, mais c'est en 7,5 secondes. Il faut ouvrir une console R et il faut taper la commande suivante, kniter convert chunk header, avec le source RMD et la destination qu'on ne voit pas parce que j'ai mal géré mon truc. La destination, le fichier QMD. Et en fait, tous les headers qui sont dans les balises du langage, après, dans les accolades après R, toutes les figures size et tout qui étaient dans les fichiers R Markdown vont se retrouver convertis avec la balise YAML, le dièse pipe. Donc, vous aurez un vrai fichier Quarto, et pas plus vrai que l'autre, mais on a l'impression que vous avez fait un travail fantastique de migration. Pour IPython Notebook, vous pouvez convertir vos vieux Markdown et vous pouvez créer des nouveaux documents. Donc, il y a une association de noms entre qu'est-ce qu'on avait package par package historique R et en quoi on retrouve dans Quarto. Vous voyez que la liste, vous ne voyez pas, mais la liste est beaucoup plus légère. La migration IPython Notebook, alors, il n'y a aucune ambition de Quarto de faire sortir les gens qui sont dans Jupyter du format IPython Notebook. Vous l'avez vu dans la démonstration d'Aurélie, à condition de taper la ligne de commande et de mettre les balises YAML au début du fichier IPython Notebook, ça marche. Mais on a quand même très envie de sortir du Jupyter Notebook. Donc VS Code, dans son module d'extension Jupyter, permet d'importer un Jupyter Notebook et de le transformer en pur Python avec des balises très simples. Hein, c'est un dièse pour 100%. Donc, ça devient du texte. Et dans l'extension Quarto de VS Code, pareil, dans la commande palette, vous avez Quarto New Document qui va vous faire exactement la même chose que dans RStudio New Document. Oui, tiens. La migration Observable HQ, donc ça, c'est demain, je donne la même présentation à la communauté Toulouse DataVis, qui est très en attente d'une solution pour héberger leur notebook observable. Donc, avance, parce que voilà, il y a les gens de RStudio. Oui, d'accord. Oui. Non, reste là. Les gens de RStudio ont publié un exécutable en Rust qui fait le job d'aller télécharger le notebook et de le convertir en Quarto Markdown. Il faut installer l'exécutable. Mais bon, quand on veut sauver ses notebooks, on est prêt à tout. Il s'appelle OHQ to Quarto. Il est sur GitHub, il s'installe. C'est du Rust. Et du coup, la commande, c'est une commande Rust. Mais peu importe, elle fait le job. Donc, on précise l'URL du notebook. Donc, c'est
le nom du propriétaire et le nom du notebook, et output dir, on met un directory, et on aura un projet complet Quarto. La migration en latex, comme le temps passe vite, on vous l'expliquera au bar. Et à Markdown dans tout ça, c'est Aurélie. Oui, et donc là, du coup, c'est un petit peu la conclusion de ce talk. Donc, du coup, R Markdown. Donc, comme on a dit, la conversion est plutôt simple. On peut toujours lire les fichiers R Markdown via la commande, la ligne de commande, pardon, Quarto. Hein. On peut toujours garder l'extension RMD et le lire quand même via ça. Alors, par contre, du coup, donc RStudio, nouvellement POSIT, a annoncé que R Markdown serait toujours soutenu voilà, à moyen terme, mais que les efforts de développement, de nouveautés, d'intégration de nouvelles features un peu stylées, tout ça, seraient concentrés du coup sur Quarto. Donc, si on veut rester à la page, on va dire, il va falloir entamer une petite migration. Voilà. Et donc là, je vous ai listé un petit peu alors c'est plutôt subjectif, hein, mais les plus et les moins de Quarto R Markdown. Il y a eu une petite, bon, il y a des petites modifications qui ne sont pas passées, mais peu importe. Donc déjà, la première des choses, c'est que tout ce qu'on vous a présenté, plus ou moins, ça se faisait déjà sous R Markdown. Enfin, on n'a rien inventé. Par contre, Quarto permet de le faire de manière plus simple et ou élégante. Et on n'a pas d'importation de packages à faire, de faire attention aux versions, etc. qu'on utilise. Là, ça se fait de manière ultra lisse, ultra souple, je dirais. Voilà, donc ça, c'était la première des choses. La deuxième, qui est plutôt sympa et qui, là, pour le coup, est nouvelle, c'est de pouvoir switcher entre le mode édition du code et le mode visuel, donc le clic-bouton. Voilà, c'est tout. Les propositions dans les YAML, le fait qu'on ait des erreurs qui soient quand même plutôt faciles à comprendre quand on fait des erreurs dans les YAML, ça c'est plutôt un bon point. On peut via Quarto interagir pour éditer en tout cas du document. Si vraiment c'est juste de la mise en forme, on peut interagir avec R et Python, donc avec RStudio et JupyterLab de la même manière. Donc là, vraiment, c'est juste un seul langage à savoir et c'est tout. Et on peut naviguer entre plusieurs formats, voilà, parmi d'autres avantages de Quarto. Et je crois que c'est tout. Alors, le petit moins, ça c'est vraiment très subjectif et c'est plus une remarque personnelle. C'est que Quarto, c'est quand même assez nouveau, que c'est encore peu utilisé par les gens et que du coup, il y a peu d'aide dans la communauté disponible. Donc, Quarto.org, c'est quand même un site très très bien conçu et la documentation est très très bien faite. Hein. Donc pour ça, il y a aucun problème. Quand on cherche quelque chose qui est décrit dans la documentation, c'est super. Le seul bémol, c'est quand on veut faire quelque chose de très spécifique, que c'est pas décrit dans la documentation, qu'on sait pas trop comment faire. Et là, la communauté, bon, il y a encore peu de choses. Mais ça va venir, c'est quand même, voilà, c'est en plein essor, on va dire. Donc, c'est un petit moins qui s'améliorera sûrement par la suite. Et c'est tout pour nous. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Et on vous remercie très chaleureusement de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Il y a des questions dans le chat, peut-être, ou dans la salle. Est-ce que vous avez joué avec le cache des chunks? Oui, peut-être la question. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a joué avec le cache des chunks? Non. La mise en cache des chunks, elle est proposée, je pense, à l'identique de R Markdown et donc RStudio. On n'a pas joué avec, je ne peux pas en parler. Question, comment ça se passe, la taille des images dans une présentation? Ça se gère bien? C'est galère comme avec la réalisation? Excellente question. La réponse à cette question, c'est en démonstration. Oui, mais alors la démo, ça va être… Alors,
Je vais le démontrer. Alors non, c'est en fait, et c'est extrêmement simple, grâce au mode visuel. Alors, je vais quand même essayer de le partager pour que les autres en profitent. Je suis un petit peu perdu. Non. Celui-là, il doit y avoir quelque part partagé. Desktop 2, mais je vais... Non. Il faut que je sorte du plein écran ici. Il y a certainement une façon de le faire. Merci. Ça, je vais le ramener là et je vais partager l'autre fenêtre. Donc, vous devez voir RStudio. Donc, ça, c'est le code de la présentation. J'en profite pour dire qu'on a fait cette presse sans jamais se rencontrer avec Aurélie. Donc, la partie collaboration, où je vous ai vendu tout en anglais, là, c'était n'importe quoi. Je peux vous dire que ça a eu lieu sans qu'on se voit, avec juste 2 meetings au téléphone, le tout avec qui entre nous deux et des morceaux de code qui constituent la presse entière. Alors, je vais retrouver quelque part un endroit où il y a une image. Donc, comment faire en sorte que cette image, d'ailleurs, vous l'avez vu, elle était mal rendue. Donc là, je suis en mode code source, donc je vois le code de la présentation. Je passe en visuel et du coup, l'image, j'ai ces caractéristiques ici. Et si elle est trop grande, il suffit que je la diminue là, complètement au hasard. Hop, et hop, elle va diminuer. Je peux faire un render. Alors, je ne vais pas faire le render sur la... je ne vais pas faire le render ici. Mais l'image est plus petite dans le résultat. Donc là, en plus, on a changé de CSS. Donc, en fait, de passer au mode visuel, ça résout tous les problèmes compliqués. Il y a changer la taille de l'image, il y a faire un tableau. Les tableaux, c'est quand même catastrophique en Markdown. Hop, en mode visuel, c'est insérer un tableau, 2 lignes, 3 colonnes, et on met ce qu'on veut dedans, des images, des trucs. Il y avait une question dans le chat, mais Aurélie a répondu, c'était est-ce qu'on peut intégrer du Shiny? Et elle a dit oui, elle n'avait pas testé, mais qu'a priori, c'était possible. Ouais, on n'en a pas parlé. Les deux modes interactifs, les 2 résultats interactifs que proposés par Quarto, c'est Shiny. C'est un nom particulier, ça doit être un JavaScript Shiny ou Observable HQ. Donc, il y en a un qui est pour de la visualisation D3 et Shiny, c'est exactement la même chose, mais moins sexy sur les visualisations. Il y a Nathalie, qu'on n'entend pas. Tu veux essayer de parler, Nathalie? On n'entend pas. Alors, elle dit, je pense que toi, tu as un peu survendu certaines nouveautés. L'autocomplétion d'option Shine, l'option Sig Alt existait déjà sur Markdown. Oui, c'est vrai, mais personne l'utilisait. Par contre, je suis curieuse, ça ne peut pas remplacer la texte, on est bien d'accord. Ça, on en parle au bar juste après. Voilà, et après, il y a d'autres questions. Super. Alors, la question, c'est est-ce que QuartoPub est gratuit? Oui, et il faut que les notebooks soient de moins de 100 mégaoctets. Et dans celui-là, comme on a mis des vidéos, j'ai dû compresser la dernière vidéo qui était trop grosse pour que ça passe dans les 100 mégas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, la partie gratuite est forcément publique. Est-ce qu'il y a un business model pour faire de une partie privée? Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas le dire. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a répété la présentation avec Aurélie et pendant qu'on la répétait, on disait « Ah non, mais ça, il faut qu'on leur en parle. Ah oui, mais non, mais j'ai réussi à faire ça. Et ça, mais il faut qu'on leur en parle. » Donc, il y a des milliers de choses dans cette présentation. Elle vous a plu ou pas, il y a des choses un peu trop gadgets, mais elles sont dans la présentation. Par exemple, les tab sets, le code highlighting.
Donc, n'hésitez pas à aller voir le code de la présentation pour vous approprier, ou mieux, bien sûr, la doc de quarto.org qui est très, très bien faite, mais pour s'approprier tous ces petits gadgets. Et donc, ils marchent malgré les mauvaises langues dans le chat.